La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Adam Lasry, je suis ravi de te rencontrer dans ce podcast d'OVNI pour un peu comprendre tout ce que tu fais, parce que ce que je lis, donc ce que vous faites chez Yellow, c'est principalement du pré-seed. C'est ça. Donc pré-seed. Moi j'aime bien définir avec chacun de mes invités ce qu'on entend par pré-seed, parce qu'un Américain pré-seed c'est entre 5 et 10 millions, tu vois. Ouais. En France, généralement entre, je sais pas, doigt mouillé, ça va être plutôt 500 000, je dirais, mais ça peut monter peut-être jusqu'à 1 million du pré-seed, alors que bon, un seed, enfin tu vois, c'est quoi là un pré-seed pour toi? Écoute, je pense que ça a pas mal évolué. Ouais. Comme tu disais, il y a 5 à 10 ans, c'était probablement des angel rounds de 500 000, 1 million. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a il y a un flou entre pré-seed et seed, en fait. Oui. Pour nous, c'est des first rounds, c'est les premiers rounds sur lesquels on rentre. Au début, au moment où tu cherches de l'argent, que ce soit 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est le moment où... Pré-produit. Ça va dépendre de l'équipe. Ça peut être pré-produit, ça peut être pré-monétisation. Il arrive souvent, effectivement, que ce soit une équipe, une idée, et qu'il n'y ait pas vraiment de sketch de produit. Et sur cette base-là, on investit. Du coup, d'où l'importance de l'équipe. Tu vois, on passe énormément de temps avec les équipes pour comprendre le pourquoi de leurs décisions et quel est leur driver. Et ouais. On va poncer un peu l'importance de l'équipe, parce que à force, je me dis, putain, on est tous bullshit avec l'importance de l'équipe. Mais c'est vrai, mais ça veut dire quoi, tu vois, à part le ressenti et tout. Mais on va creuser tout ça. Toi, tu as créé, cofondé avec Oscar et Sacha, donc Yellow. Pourquoi est-ce que vraiment il y avait besoin d'un fonds de plus, tu vois? Je dis ça, on a fait OVNI en parallèle, hein, mais ça date de quand, Yellow? 2 ans. 2 ans. Ouais. Ouais. Bah, écoute, non, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a besoin de plus de capital? Au final, le capital, c'est devenu une commodité. Tu vois, tout le monde a du capital. Du coup, c'est qu'est-ce que tu peux apporter de différent? Et je pense qu'on a une valeur ajoutée qui est assez différenciante dans cet écosystème pré-seed. En l'occurrence, tu vois, on lead pas des rounds, on fait des chèques autour de 400, 500 000 euros au tout début des aventures. Et ce qu'on apporte est un peu le produit ce qu'on est comme team. Moi, j'ai un background plutôt en investissement. Ça fait 10 ans que je suis dans le VC. Et mes associés, ils ont un background plus d'opérateurs, de fondateurs. Okay. Ils ont monté une boîte, comme je te disais, qui a été vendue un peu plus de 2 milliards. Et du coup, je pense que ces deux briques mises ensemble nous permettent d'apporter avec un chèque un peu de super angel, à la fois côté opérationnel, côté commercial avec des intros B2B, et côté equity story et fundraising, on t'apporte énormément d'insights sur comment est-ce que tu vas à la fois lever ce premier round, mais aussi comment dans 18 mois tu vas aller chercher un peu plus de capitaux et quels sont les KPIs qui vont être recherchés par les fonds en amont, en aval. Tu dis c'est une commodité finalement le cash pour certains. Alors je lisais hier soir un post de quelqu'un sur LinkedIn, je vais pas retrouver qui c'était, qui disait que en gros le président Macron avait tué le seed investing, et là il a pas mal tourné ce truc, et notamment parce que en fait Sarko avait créé, tu sais, les exemptions d'impôts, là, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait un nom, ça va me revenir. Quand tu investissais dans une boîte, tu pouvais défiscaliser, mais genre énormément, 50, 75%, ah oui. Et en l'occurrence, voilà, Hollande avait créé la BPI, et puis lui, en fait, bon, en tout cas sur le site et le tout début, il dit qu'il n'y avait plus d'argent et que on n'avait plus un terreau fertile pour les investisseurs qui étaient plutôt série A, série B. On en pense quoi de ça? Du coup, le point du poste, c'était de dire il y a pas. Le point du poste, c'était de dire il y a pas assez d'argent pour le en seed. seed. Franchement, je pense que j'ai pas vu de qui était le poste, mais je pense que tout dépend les opportunités. Et je sais qu'aujourd'hui, tu vois, au niveau européen, dans le seed, je dirais que c'est le stage le plus compétitif, parce que tu as des acteurs, justement parce qu'il y a moins de série A et moins de série B depuis la bulle 2021-2022. On regardait les stats avec l'équipe, c'était descendu, je crois, série A c'est 55%, série B moins 70% par rapport au pic de 2022. Et du coup, tu as tous ces fonds qui ont levé énormément
au moment où ils pouvaient lever et les taux étaient bas, qui viennent de plus en plus en amont et qui viennent investir de plus en plus tôt. Si bien que tu vois ce que l'on disait en avant-propos sur le pré-seed, on est passé de tours de 500 000 à 1 million à plutôt 2, 3, 4, 5 millions parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui veulent déployer. Alors attends, j'ai pas bien compris. Tu me disais, vous mettez plutôt des tickets de 400-500 000 ? C'est ça. Ok. Dans des tours de 3, 4, 5 millions. Dans des tours de 1, 2, 3 ou 4 millions. Mais ce que je te dis, c'est que les tours, en fait, il y a une inflation des tours du fait de fonds multistage qui ont levé beaucoup plus d'argent. Ouais, non, peut-être qu'en fait, c'est plutôt vraiment le business angel qui est nettement moins incentivé qu'avant. Mais qui avait son rôle, en effet, parce que ça envoyait tellement d'argent partout, les business angels. Alors, ils sont professionnalisés aussi à un moment, mais qu'il y avait aussi plein de business qui n'intéressent pas du tout les fonds, qui pouvaient éclore et émerger grâce à cet argent. Ouais, ça devait être assez similaire à SIS et EIS qu'il y avait au UK. Ouais. En fait, c'était une époque où moi je vivais au UK, il y avait effectivement ces incentives, ces tax incentives au moment où tu venais en tant qu'angel. Alors, la question vous avez une thèse d'investissement, vous investissez dans un secteur spécifique ? On est assez agnostique. En fait, on part de notre point de vue, si tu fais du pré-seed, c'est assez fondamental de garder un esprit ouvert, un peu un open mind sur ce qui se passe. Et tu vois, par exemple, si tu es en 2021-2022, tu vois plein de fintech, tu peux dire je vais monter un fonds de fintech. Sauf que 3 ans plus tard, en fait, la vague est passée. Du coup, si tu veux être en amont de la vague, je pense qu'il est assez clé de rester ouvert. Et d'où le fait qu'on ait pris parti d'être agnostique et de faire de tout. On touche un peu moins au gaming ou à la blockchain, qui sont des secteurs qu'on connaît un peu moins. Mais sinon on est assez agnostique. Tu peux faire de la santé, de la médecine, bio. Ouais, la santé, on a backé une équipe à Paris qui sont des anciens de CRI, de Livy. Qui étaient les GM de Livy à Paris et qui montent une solution justement de santé B2B, donc médecine du travail, pardon. Avec l'idée de dire qu'en fait, il y a un vrai problème. Je ne sais pas si toi, tu as eu ça avec tes différentes compagnies et tes employés qui doivent aller faire leur premier check de médecine du travail. L'expérience est vraiment assez pauvre et plein de frictions. Et personne n'a rien fait en 20 ans. C'est l'image que j'en ai. C'est sûr que ça fait longtemps que je n'y ai pas eu affaire, mais ouais, c'est l'image que j'en ai. Ouais. Et souvent, en fait, tu es obligé de dépenser entre 100 et 150 euros par employé par an. Pour avoir accès à un centre de santé, c'est obligatoire. Et du coup, tu as en face de toi des acteurs qui sont pas très réactifs et qui sont pas très tech. Du coup, il y a pas mal de choses à faire. Et cette équipe qui s'appelle Paladin, qui est dans la santé à Paris, sont en train de faire un truc assez intéressant. Ouais. Tes associés, donc Oscar et Sacha, ils avaient monté Globo, ça se dit, du coup j'imagine en espagnol, en Glovo. Ok, donc qui était dans du e-commerce, de la livraison de food, tu m'as dit ? C'est ça, ouais. Donc c'est les mêmes univers que ceux qu'on a eu en France, je me souviens plus des noms là qui sont partis, Cajou, les Turcs, les tiers, tout ça. Ouais, c'est ça. Un peu, c'est plus proche d'un Deliveroo. Ok. Avec aussi une brique, effectivement, ils font du quick commerce, donc ce à quoi tu te réfères. Mais c'est plus la première vague, c'est-à-dire que Glovo, c'est 2015 où ils débutent, qu'à peu près au même moment que Deliveroo, que t'es plus dans la livraison de food d'un resto. Tu vas chercher les dark kitchen ou les restaurants, tu les déposes chez tes clients. C'est ça. Okay. Et après, tu vois, ils font principalement, je dirais que ça c'est 60 à 70%, et après ils ont une autre patte qui est justement les dark stores qui vont être du coup de l'e-commerce, du quick commerce. Et alors ça, justement, quand tu investis derrière, toi qui viens d'une équipe d'investissement, avoir 2 associés, vous êtes combien au total chez Yellow ? On est 5. 5, 3 fondateurs. Ouais. Et donc 2 collabs. Camille et Victor. Ouais. Quand tu as 2 associés comme ça, qu'on fait un gros scale quand même, parce que ça t'apporte quoi ? C'est quoi ton unfair advantage, comme on dit dans la tech, en tant qu'invest ? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Je pense que la manière dont on le voit, c'est qu'il y a un vrai edge à être un founder-led fund. L'idée de dire que nous aussi, on l'a fait auparavant et on sait ce que c'est. Et en fait, ça va au-delà de l'intangible de dire, tu vois, quand tu rencontres par exemple mes associés qui ont scalé aujourd'hui, Glovo, c'est 10 milliards de top line dans 25 pays, sur 3 continents,
4000 employés, tu dis Ils waouh. y travaillent plus. Si, en fait, c'est ça. Les deux encore. C'est ok. ça la beauté du modèle, c'est qu'ils l'ont vendu, mais ils continuent à être actifs. C'est pas un modèle de earn-out, c'est juste que l'acteur qui les a achetés fonctionne comme une holding qui va garder ses participations. Et du coup, si tu as un top management qui continue à croître, ils sont en place. Et je dirais que l'avantage que je vois, je dirais qu'il y en a 3 principaux. Le premier, c'est clairement l'empathie que tu peux avoir sur le cheminement de 0 à 1 que, en tant que fondateur, tu vas être amené à vivre au tout début de l'aventure. En l'occurrence, tu vois, on disait que Glovo, c'est 2015. C'est assez frais pour eux. L'expérience, elle a moins de 10 ans. Le deuxième, je dirais que c'est l'opérationnel, de dire, OK, en fait, nous, voilà ce que on a les process qu'on a mis en place très tôt qui se sont bien passés, voir ceux qu'on a mis en place trop tard et on aurait dû le faire avant. Et voilà ce que je te conseille. Et le troisième, je dirais que c'est le fait qu'il soit encore actif fondateur, actif founder. Ça fait une énorme différence sur la... C'est un truc de ouf. Enfin, je veux dire, il y a quand même, enfin moi j'ai la chance d'en voir certains avec mes podcasts, etc. et d'en fréquenter encore, mais des gens, alors d'une part qui gèrent un truc qui fait 10 milliards, il y en a très peu. Des gens qui sont passés de 0 à 10 milliards, il y en a vraiment encore moins. Donc c'est vraiment un happy few. Donc en effet, quand toi t'es amené à être dans un chemin où tu te projettes sur quelque chose de gigantesque, avoir parmi tes mentors, coachs, accompagnateurs, investisseurs, peu importe comme tu les appelles, hein, des gens qui ont vécu ça récemment, comme tu le dis, qui le vivent encore, c'est dément. Ouais, c'est vraiment dément. Ouais. Ok. C'est votre argent, alors, que vous avez là-dedans ? Non, en fait, si tu veux, c'était un peu l'idée, c'est de se dire, on va pas faire un family office. Le but, c'était de dire, on met un bon GP commit, en l'occurrence un peu moins de 20%, et le reste, on a été levé en externe, on a une 60aine de LP qui sont à la fois, on a une 15aine d'unicorn founders européens, donc de ADN en passant par Zalando ou encore plus proche de nous, Alan. Et ensuite, on a une 20aine de familles qui sont principalement en France, en Espagne et en Italie, et avec lesquelles on a une relation directe. Et l'idée, c'est de dire, en fait, on va pouvoir les activer au moment de faire des intros B2B à nos fondateurs, parce que pour la plupart d'entre elles, elles vont être actionnaires majoritaires de grands groupes. Et ça a une vraie valeur ajoutée. Je pense que vous le voyez, Covni, très tôt de pouvoir faire des passes D. Tu parlais de ton carnet d'adresses. Bah là, c'est un peu la même chose de dire, OK, on va aller leverager nos LP pour très tôt avoir un cercle virtueux dans tes sales où on peut te faire 2-3 intros qui vont déclencher les 10 autres. Trop bien. Et ça a fonctionné déjà ? Ouais, enfin, vous avez éprouvé des choses. Écoute, des exemples concrets Ouais, bien sûr. Ouais. On a fait, tu vois, là, on a près de 20 investissements en un peu moins de 2 ans. Et typiquement, l'un de nos premiers investissements, c'est une boîte qui s'appelle Wordsmith.ai. C'est une solution agentique pour juristes d'entreprise. L'idée étant que, tu vois, quand tu reçois une NDA, quand tu reçois un contrat, bien souvent, tu vas avoir les mêmes clauses légales et tu vas avoir... Je me pose cette question à chaque fois de savoir si dans les gros groupes et tout, ils lisent vraiment l'intégralité de ces trucs parce que bon, ouais. Ouais, non, tu vois, c'est comme quand tu vas chez le notaire, c'est la même chose, c'est tout le temps les mêmes choses, c'est redondant, mais tu es obligé d'avoir, là, en l'occurrence... C'est leur job, enfin, s'ils laissent passer ça, il y a quand même un moment, ouais. Donc du coup, ouais, souvent, dans le monde anglo-saxon, tu vas appeler les paralegals. Tu vas avoir des paralegals qui vont venir et qui vont revoir la NDA et ensuite vont l'apporter à ce qu'on appelle le General Counsel. Et en fait, tout ça, tu peux aujourd'hui l'automatiser. Tu vas dans ton cloud, tu regardes toutes tes NDA que tu as signées à date, tu dis, OK, la nouvelle NDA qu'on vient de recevoir, en quoi elle diffère de ce qu'on a signé à date. Et de là, en fait, tu vas pouvoir... automatiser ça et arriver direct au General Counsel et lui dire bon, est-ce que ça on le valide ou est-ce que ça, moi c'est ça ma proposition, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, pour revenir sur comment leur apporter de la valeur ajoutée, c'est un fondateur assez incroyable qui était juriste avant de devenir technologiste, de vendre sa boîte, etc. Il a monté ça après 10 ans à bosser et on a investi au tout début et en fait pareil, là l'idée c'est de dire ok, comment on t'apporte les premiers clients. Et ces premiers clients, ça a été beaucoup de scale-up. Donc justement, on a été chercher dans la 15aine d'Unicorn Founders LP, de Revolut, en passant par Klarna, etc., tous les gens qu'on connaît bien pour les premières intros. Et depuis, tu vois, il a levé une série A de 25 millions. Là, il est on track pour faire 10 fois la croissance year on year pour cette année. Incroyable. Donc juste pour comprendre un modèle comme ça, parce que là, ça attise ma curiosité, il se vend comment ?
c'est du SaaS, mais comment tu peux vendre enfin, faut pas vendre trop cher, tu restes quand même un tool, c'est difficile. Ouais, c'est une très bonne question. Il a beaucoup itéré sur le pricing. Ouais. Parce qu'en effet, comment et c'est le cas pour beaucoup de solutions agentiques, de se dire, est-ce que tu prices sur la base de l'employé que tu vas être amené à remplacer. Donc, disons par exemple que tu as un paralegal que tu payes 70K à l'année. Est-ce que tu en as 4 dans ton équipe? Est-ce que tu en as besoin de 4 ou pas? Mais au final, c'est pas très concret pour les gens. Donc, c'est plutôt dire, OK, sur la base du volume que tu as dans ton entreprise, on va le pricer plus ou moins. Donc, typiquement, quand tu vas aller voir un gros groupe enterprise type BT, British Telecom, tu vas dire, éventuellement, on va arriver à 600 000 euros ou 700 000 euros annuels. Là, on commence sur une base de 150 000. Et le but, c'est qu'on étende le scope sur lequel on est amené à bosser avec vous. Super intéressant. Et donc, vous avez concrètement pu débloquer quelques clients, quelques cas d'usage, voir un peu des allers-retours sur le produit lui-même. Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais de se dire, tu vois, comment Day One, où on a une autre entreprise qui est dans la logistique à Berlin, on connaît bien la famille Mango, par exemple. Pareil, là, on était voir les Mango, on leur a dit, OK, vous devriez parler avec eux très tôt. Après, tu vois, dans certains cas, il y a un match, et eux aussi, ils ont cet intérêt. Dans d'autres, il n'y en a pas. Du coup, le tout, c'est de faire le plus de reach out possible et d'arriver à avoir 3 intros solides très tôt et pouvoir justement les aider à développer leurs produits. Trop bien. Tu arrives à les mobiliser, tes 2 associés, vraiment, là-dessus? Je veux dire, parce qu'ils doivent être bien occupés aussi, par ailleurs. Ouais, écoute, en fait, la raison pour laquelle je me suis associé avec eux, c'est que c'est vraiment des fous de travail. Beaucoup de gens qui seraient amenés à vendre leur boîte pour plus de 2 milliards d'euros se diraient, je vais aller trader des cryptos, tu vois, quelque part dans les Caraïbes, et je vais prendre un peu de bon temps. En fait, eux, ils s'arrêtent jamais. Tu vois, encore Oscar, la semaine dernière, il a fait un all-nighter. Enfin, il s'est couché à 4h du mat parce qu'il était en négociation avec le plus gros retailer polonais en Pologne. Et tu dis, OK, ça fait 10 ans qu'il est sur cette trajectoire et il ne s'arrête pas. Et du coup, tu vois, au moment où on a un run et on se dit, OK, on met tout pour essayer de convertir cette boîte, tout le monde pose son stylo, on se dit, OK, on met toute notre énergie dedans. Et franchement, c'est cool. C'est fou, hein, les gars, comme ça. Je te dis, moi j'ai quand même déjà bien l'impression de bosser beaucoup, mais j'en vois, qu'est-ce que j'ai vu Jonathan Cherki récemment, je crois que j'en ai déjà parlé, mais qui bossait, qui était en train de signer des contrats juste là au Dôme de Villiers, alors que le mec habite à New York. Je dis, mais qu'est-ce que tu... Enfin, t'es sérieux, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Tu sais, il est Alex Boisiz de Deal, là, qui me contacte un jour sur une de mes boîtes, une petite boîte, qui me dit, écoute, oui, il y a visiblement un de tes associés qui bloque sur tel deal. Mais mec, on est sur un deal à 40 000 balles par an, qu'est-ce que tu viens Et le gars, il est là, tu sais, il est entre une levée sur une valeur à 17 milliards, il vient défendre son deal à 40 000 balles, quoi. C'est ouf, hein. Ouais, c'est incroyable d'avoir autant de grit, d'être autant drivé. Et je pense qu'on est assez aligné dans l'équipe tu vois. Je pense que vous devez le voir aussi avec OVNI. Ouais. Quand tu te lances, il faut avoir encore du souffle. Il faut avoir des insomniaques. J'en ai quelques-uns. Arnaud, si tu nous écoutes. Non, ça bosse. Et puis c'est des trucs. Vous avez des enfants, vous? Non. Okay. Dans l'équipe, sur les 3 associés, il y en a un qui a des enfants, Sacha. Parce qu'il faut le tenir aussi sur ces périodes-là. Mais c'est vrai tout le monde le tient. C'est assez drôle. Mais bon, faut aimer ce que tu fais. Ça fait partie du deal. Et justement, si je vais un peu là-dessus, on revient sur l'humain. Tu me disais que c'est le plus important. Les équipes dans lesquelles on investit. Comment on investit sur l'humain? Je veux dire, à part le feeling, tu vois, tu te dis, putain, elle a l'air bien vénère, et puis sympa, et puis je peux lui faire confiance. Enfin, et puis d'ailleurs, chacun va investir sur des valeurs différentes, j'imagine. Quelles sont les valeurs que vous cherchez, et comment tu vas être sûr que c'est le cas? Ouais, non, c'est une bonne question. Je pense que c'était Alexis Robert qui disait qu'on est des recruteurs. Je sais pas si c'est forcément être un recruteur. En tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre le pourquoi des décisions et qu'est-ce qui drive les fondateurs. Tu vois, typiquement, tu rencontres un fondateur, tu peux lui demander, il était dans une scale-up, je sais pas, il était chez Spendesk, je veux dire, tu peux lui demander qu'est-ce que tu faisais chez Spendesk. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de dire pourquoi au moment où tu finis tes études, tu vas chez Spendesk.
qu'est-ce qui te drive plutôt que qu'est-ce que tu as fait. Et du coup, comprendre le why plutôt que le what, c'est ce qu'on essaye de faire. Tu vois, de passer du temps sur les motivations intrinsèques qui t'ont amené jusqu'à ton cheminement entrepreneurial. Souvent, il y a beaucoup de raisons qui t'amènent là. Et du coup, les comprendre et comprendre ce qui te drive. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te plaît pas dans ces why? Dans les réponses, tu veux dire? Ouais. En fait, c'est plus que par moment, tu vas avoir des fondateurs ou des opérateurs qui vont te parler de leur expérience à date et tu as l'impression que tous les choix vont être des choix qui sont imposés à eux. Et là, à ce moment-là, je suis chez Amazon et il y a un chasseur qui m'appelle et qui me dit « Est-ce que tu veux venir bosser ?» Pas d'intention. Tu vois, et du coup, il n'y a pas exactement l'intentionnalité d'avoir, avoir un moment une vision. C'est vrai que tu vois, c'est Steve Jobs qui disait « You connect the dots afterwards ». Tu essaies de voir comment tu es arrivé jusque-là. Et tu vois, on est beaucoup d'entre nous de ne pas avoir toujours eu une intentionnalité dans tout ce que tu faisais. Mais à un moment, ça apparaît, ça t'apparaît et tu te dis, OK, j'ai compris pourquoi j'ai fait ça jusque-là. Et c'est là où je veux aller. Et tu as un peu une histoire à raconter. Et tu vois, justement, pour revenir sur les caractéristiques d'un fondateur, au-delà de l'ambition irrationnelle qu'ils peuvent nourrir, il y a aussi l'idée de raconter une histoire. Storytelling, ça va être clé, tu vois. C'est marrant, c'est un truc, elle va m'en vouloir. Non, elle n'écoutera pas ce podcast, donc je vais le balancer, mais que j'envoie beaucoup à ma femme. C'est que je lui dis, mets de l'intention dans ton parcours, tu vois, professionnel. Pas dans ton parcours personnel, parce que si elle met de l'intention, elle va me quitter. Mais si elle met dans ton parcours professionnel, je lui dis, en fait... tu sais, elle fait des GAFAM les uns après les autres et c'est un super parcours. Déjà élite, c'est une des meilleures vendeuses c'est la meilleure vendeuse que je connaisse, mais vraiment. Et puis elle sait organiser des équipes, faire tout ça. Mais tu sais, au bout d'un moment, il y a des moments, elle en a marre. C'est pas forcément le moment là, je sais pas. mais je lui dis, mets de l'intention. Et c'est vrai qu'il y a. Alors c'est un truc propre à beaucoup d'entrepreneurs. C'est qu'à un moment, il faut quand même quitter un truc pour t'envoyer dans un nouveau business. Bien sûr. Est-ce qu'il y en a beaucoup que tu vois qui mettent justement pas d'intention? Tu vois ce que je veux dire? Qui juste se laissent porter par les opportunités? Typiquement, ça va pas être forcément les fondateurs avec lesquels on va passer plus de temps, mais tu vois, je pense que par an, le chiffre, c'est à peu près 2000 fondateurs qui rentrent dans notre CRM. On en rencontre plus de 1000. Et après, ça va être, on va passer plus de temps avec une centaine d'entre eux. 1000, c'est sérieux. Ouais, donc à 3, principalement. Ouais, exactement. Et du coup, de là, tu vois, il y en a une centaine avec lesquels on va passer beaucoup plus de temps, sur lesquels on va avoir un deuxième, troisième call. Et du coup, pour répondre à ta question, ceux qui n'ont pas forcément cette intentionnalité, on va pas forcément être amené à passer beaucoup de temps avec eux. Tiens, vas-y, j'ai pas fait ça encore. Explique-moi comment ton entonnoir, un peu. Sur 1000, comment, premier call, c'est quoi, visio? Est-ce que tu as un timing très strict? Est-ce que vous avez une méthode? Tu peux me l'expliquer? Ouais, écoute, on identifie un peu plus de 2000 fondateurs par an. Ça va être via 3 canaux principaux. Je dirais qu'il y a la recherche, c'est à peu près 30%. Le réseau fondateur, ça va être à peu près 30%. Et ça, le réseau. L'inbound. Ouais, l'inbound. Recherche 30%, c'est outbound. Recherche 30%, c'est de l'outbound. Donc tu vas chercher des gens. C'est ça. Vous vous baladez sur LinkedIn, tu vas lire un truc, tu vas voir un truc, tu vas dire tiens, ça m'intéresse, je vais le contacter. Ouais, c'est principalement l'équipe d'investissement où il y a Victor et Camille qui font énormément ça, du coup, qui vont traquer les signaux faibles, que ce soit sur LinkedIn, mais aussi sur les sites d'enregistrement de sociétés en France ou ailleurs. Avec des outils? Avec des outils qu'on a mis en place. Ah, que vous avez développé? Ouais. Ok. C'est pas non plus, tu vois, c'est pas. Mais où tu vas traquer en fonction du type de compagnie qui vont être créées sur Papers et tu vas les traquer de manière hebdomadaire. Tu vas checker ensuite le profil du fondateur. Tu peux avoir un truc du genre, lui a créé une compagnie sur Papers et il a fait automatiser, je veux dire, 5 ans chez Amazon et 2 ans chez machin. Je suis sûr que tu peux le faire. On est un peu scrappy et on n'y est pas encore, tu vois. Il y a des fonds. J'étais chez Atomico, on faisait beaucoup sur la data. Et à l'époque, on n'avait même pas encore. Bon, c'était il y a 3 ans, on n'avait pas forcément réussi. Donc, on s'est dit, OK, pour l'instant, on va essayer de le faire de manière scrappy. Et ensuite, donc, 30%, du coup, 30% market research. 40%, je dirais que ça va être du VC inbound et 30% founder inbound. Donc, founder inbound, ça va être à la fois
les fondateurs dont on est proche, que ce soit Unicorn ou autre, mais aussi les fondateurs qu'on a été amenés à backer. Et après, le reste sur le VC Inbound, c'est de la collecte d'informations où je vais prendre un café avec Arnaud, Gus ou mes associés chez OVNI, tes associés chez OVNI, et on va échanger et dire et pour que eux veulent échanger, il faut que moi aussi j'ai de l'intel. Donc, tu vois, il faut que il faut qu'il y ait un cercle vertueux et que toi tu sois aussi dans les boucles d'informations. Ok, donc tu as identifié la personne, ils sont dans 2000. les 2000. Ok. De là, on décide d'en parler à peu près 1000. Ok. Par an, ça fait une 20-25 par semaine. Qu'est-ce qui élimine, en gros, je sais pas, 2-3 points les gens, les 1000? Ça va être l'expérience à date, ça va être le business sur lequel ils vont se lancer. Par exemple, je sais pas, si tu fais un direct to consumer de croquettes pour chien, ça peut être un super business où tu vas générer de l'EBITDA, mais c'est pas forcément un business pour lequel on va être intéressé. Et de là, des 1000, on va avoir, comme je te disais, à peu près 100 avec lesquels on va être amené, donc 10% avec lesquels on va être amené à passer du temps. Donc au moins un deuxième ou troisième call. Et pour répondre à la question, première interaction, ça va être souvent un call de 30 minutes. Ok. Visio ou même call? Visio. Visio, ouais, ok. Ça va être une visio 30 minutes. Ouais, ça va être une visio. Ensuite, 30 minutes, juste vas-y, tu l'as fait comment tes 30 minutes? Tu te présentes rapidement ou tu es vraiment direct sur son... Non, bien sûr, par politesse vis-à-vis de l'entrepreneur, tu commences par introduire le fond et te présenter toi. Tu as eu un deck avant? Pas forcément? Pas forcément. Ok, tu découvres. C'est 30 minutes de découverte. Potentiellement, c'est de la découverte. Okay. Du coup, il y a aussi beaucoup de... c'est beaucoup de volume. Okay. Et on n'est pas trop d'être 3 pour faire ça. Toi, tu les fais ces 900 Ouais, je dirais que sur les 20-25 par semaine, je dois en faire 7 à 10. Okay. Et le reste, ça va être Camille et Victor. Ouais, donc quasiment un tiers, t'en fais un. Ouais. Tu prends ta partie. Ouais, bien sûr. Okay. C'est important. Après, si tu vois, c'est pas comme chez Atomico, potentiellement, dans les fonds multistage, où tu as une équipe de juniors qui voit tout en amont, et ensuite, toi, tu arrives ensuite. En fait, les timelines sont tellement réduites quand tu investis très tôt. Au final, si tu as perdu 3-4 jours, potentiellement, tu as perdu le deal. C'est ouf, hein, quand même. 9 sur 10 que vous éliminez, ça en fait du... C'est-à-dire que ça fait du volume. Par semaine, t'en élimines... En fait, t'en prends qu'un par semaine, quoi, quasiment. Un peu, ouais. Ouais, c'est ça. Tu défriches énormément. Ouais, ok. Après, quand t'élimines, pardon, tu sais très tôt que tu vas éliminer, par expérience. Je veux dire, est-ce que... je te pose cette question parce que moi, c'était plus sur du recrutement quand j'avais mon agence. Ouais. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que je faisais un pré-call préliminaire de 5 ou 10 minutes parce que je me retrouvais quand même souvent dans une position où j'étais collé pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure avec quelqu'un où je savais au bout de 5 minutes que c'était mort. Ouais, je suis complètement aligné avec toi. On a fait beaucoup de training, unbiased training quand j'étais au UK, justement pour éviter ça. Mais bon, en réalité, on reste tous biaisés. Et c'est vrai qu'au bout de 5 minutes par moment, sur l'énergie du fondateur ou de la fondatrice que tu es en face, sur le business qui commence à te présenter, moi, tu dis c'est probablement pas pour nous. Après, comme j'aime le dire, on est dans une industrie où nos clients, c'est les fondateurs. Du coup, par respect pour eux, tu es obligé de continuer le call, d'avoir, tu vois, tu dis, au pire, on espère qu'ils vont avoir une bonne expérience à discuter avec nous et au moins, ils parleront positivement de leur expérience à parler avec Yellow. Et d'autre part, potentiellement, nous, on va connaître un peu plus sur une verticale qu'on connaissait pas à date. Ok. Donc 2000, 1900, et il en reste plus que 100. T'imagines pas. Hein. Et non, c'est intéressant. Après, vous voyez en vrai? Ouais, du coup, en général, en fonction de qui a vu le premier call, on va être amené à avoir au moins Oscar, Sacha ou moi sur le deuxième call. Potentiellement, c'est un call, potentiellement, c'est un meeting. Entre les deux calls, on essaye de faire de la recherche, de faire un peu comme on dit, des homework. Ça va être, tu vois, on parlait d'applications IA, par exemple, Deep Search de GPT. Ça a été une énorme révélation. Et ça permet à des fonds de notre taille qui n'ont pas les moyens que moi j'avais dans mes fonds précédents, d'avoir quand même énormément, tu vois, de gagner en vélocité et de gagner en data points. Par exemple, chez Atomico, on avait une équipe recherche. Tu vois, là, tu prends un Deep Search, tu commences un peu à défricher le marché. C'est pas suffisant, mais tu commences, après tu fais un peu, tu continues avec ton propre réseau et ta Google Search. Tu me vois rire parce que je me demande si je sais que mon équipe utilise ChatGPT sur la préparation des épisodes et des invités, mais je sais pas s'il passe par Deep Search en l'occurrence, donc je vais quand même aller creuser un peu. Ouais. Franchement, c'est assez incroyable. Deep Search, ça prend 20 minutes. Ouais. Tu lui fais un bon prompt.
Et en fait, ça va te chercher les acteurs compétitifs dans ce space, combien ils ont levé. Enfin, tu vois, ça t'apporte énormément. En 20-25 minutes, tu as déjà une belle idée et après, tu continues de rechercher. Et du coup, on fait un deuxième call. Souvent, après le deuxième call, on essaie d'avoir un meeting. C'est super important, mais je pense que tu seras d'accord avec moi de rencontrer les gens en personne et d'avoir un feel for who they are in person, tu vois. Et du coup, on fait ça. Et en parallèle, on essaie de collecter des références et faire pas mal de expert calls. Et c'est marrant, tu vois, mon expérience dans un gros fonds comme Atomico, où on était amené à faire des expert calls. Tu as dû voir ça avec des acteurs comme AlphaSight, où tu payes 2000 balles et tu as un expert avec lequel tu as un call d'une heure. Ben là, on va être scrappy, on va aller dans notre réseau, on connaît plein de monde, justement, tous ces acteurs dans l'industrie qu'on a eu la chance d'avoir en tant qu'LP, d'avoir 15-20 minutes sur un WhatsApp call et commencer à diguer dans l'espace. Et en plus, c'est top parce que tu peux envoyer tes transcripts au fondateur et dire voilà ce qu'on a trouvé, ça peut potentiellement t'aider dans ton site d'idéation. Trop bien. Ça, c'est vrai que c'est bien. Et en plus, les experts, souvent, quand tu arrives avec un nouveau sujet, un peu de tech dans leur univers, ils sont contents d'échanger aussi là-dessus, de donner leurs idées, quoi. Complètement. Ouais. Trop bien. Est-ce que dans la réalité, il n'y a pas 50% de vos invests qui shortcut complètement ce process et qui arrivent direct parce que Alex Yazdi t'a dit, lui, il faut vraiment aller que tu le vois parce qu'il est vraiment ouf. Ouais, écoute, je pense que... Et il remonte, dernier truc, tac, tu le vois, c'est bon, j'investis. En vrai, on essaie toujours d'avoir au moins 48 heures entre 48 heures et une semaine pour faire nos homework. Parce que, par exemple, si Alex m'écrit et me dit, tiens, tu dois parler à ce gars-là, bon, bah, on est sûr qu'on va être sur le premier call. Et si c'est en France, je vais être avec Camille, on va passer 30-40 minutes avec eux. Il n'est pas dans les 900, il est déjà dans le top 100. Il est un peu dans le top 100, ouais. Okay. Il est un peu dans le top 100. Et de là, on va, pareil, tu vois, on va juste réduire la timeline et potentiellement, on va annuler tous nos calls le lendemain et continuer à creuser sur le space. Parce qu'en plus, ça apporte énormément à la conversation quand tu as le deuxième. En général, toujours le deuxième ou troisième call, on essaie de tous les associer dessus et tu vois, d'avoir des questions qui sont un peu plus profondes sur l'équipe, maintenant on leur a un peu parlé, qu'on a pris des refs sur le produit, etc. et d'avoir leur vision. Donc en général, ouais, on essaye d'avoir au moins 2 calls, voire 2 meetings. Et là-dessus, vous suivez par exemple votre temps d'investissement entre le premier contact et vous avez des métriques comme ça importants chez vous Ouais, écoute, on est data-driven. Est-ce qu'on a tous les chiffres? Non, mais ça serait intéressant de regarder. Je sais qu'en moyenne, on avait regardé cet été, il se passait entre 48 heures et 8 à 9 jours sur les décisions d'investissement. Ce qui en tout cas est vrai sur les 18 investissements qu'on a fait, il y a plus de la moitié, on est le premier commitment. Okay. Qu'avant même qu'il y ait un autre fonds qui ait dit oui, on est très tôt. Et du coup, tu vois, c'est un des éléments sur lesquels on a énormément appris avec le fonds. Tu vois, on parlait d'être des hustlers avec tes associés Augustin et Arnaud, c'est que pour être le premier à dire oui, il faut être le premier à décrocher le téléphone, à leur parler tôt. Et du coup, d'où l'importance de collecter énormément de signaux et d'être les premiers à essayer de discuter avec eux bien en amont des autres fonds. Toi, tu as passé 6 ans chez Atomico ? Ouais. Juste pour me donner des histoires de taille, Atomico, quand t'es arrivé, quand t'es sorti, et aujourd'hui Yellow, les actifs sous gestion, ouais. C'est quoi ? Il y a une grosse différence. Ouais. Écoute, je suis rentré chez Atomico, c'était en 2017, ils venaient de lever un des plus gros fonds en Europe, c'était 800 millions de dollars. Okay. Et je suis parti, on était sur un fonds d'1,5 milliard. Okay. Donc tu vois, aujourd'hui Atomico, ça doit être 3,5 peut-être d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, Yellow, c'est un peu plus de 30 millions. Ok, et alors, qu'est-ce que tu as perdu en partant de chez Atomico et qu'est-ce que tu as gagné ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai perdu et qu'est-ce que j'ai gagné ? Je dirais que tu perds en support administratif. C'est clair, tu vois, tu es dans un gros fonds, tu commences à avoir une position senior, tu as une assistante qui book tes vols, qui book tes hôtels, tu restes dans des beaux hôtels, tu fly business. Et là, on lance Yellow. Et quand même. On s'y fait assez rapidement, ouais. J'ai jamais eu trop le temps de m'y faire, moi. Et là, on lance Yellow et je me retrouve à
aller à Barcelone, à rester dans un Easy hôtel, tu vois, où limite j'ai les toilettes sur le palier. Mais au final, on est scrappy, tu vois. Le tout, c'est de savoir pourquoi tu le fais et est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons. Et je pense que le seul, entre guillemets, j'ai vraiment rien perdu. Il y a juste de temps en temps, quand tu es là et que tu as peu de temps et que tu dois booker parce que le lendemain, tu dois partir en urgence, c'est pas forcément optimal. Mais c'est rien de grave. Et surtout, ce que tu gagnes, c'est énormément de leanway, énormément d'autonomie dans ce que tu fais. C'est-à-dire que moi, à Atomico, j'ai passé des très belles années et le fondateur a investi dans notre fonds Yellow, Nicolas. Donc, je leur dois beaucoup. En revanche, dans n'importe quelle grosse structure, que ce soit du VC, du PI ou autre, tu commences à avoir beaucoup de process qui se mettent en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une équipe de 5, on est très horizontal dans l'approche. Et du coup, tout va très vite dans nos décisions d'investissement, dans nos processus. On peut être flexible en fonction tu vois, tu peux te donner l'exemple d'un deal en 48 heures. C'est des choses qui, dans les gros fonds, sont un peu plus difficiles. Tu dois tout le temps aligner tous les agendas, tout le monde voyage à droite à gauche. Ok, let's put it this way. Si jamais tu étais chez Atomico là, et que tu étais en face de toi-même, et que tu devais dire non, va pas avec Yellow, viens avec nous, pourquoi ? Qu'est-ce que je te donnerais comme argument en mode reviens chez Atomico ? Non, si par exemple, toi, moi imagine, tu veux investir chez moi. Tu es chez Atomico, et moi j'ai une propale de Yellow. Qu'est-ce que tu me vendrais ? Ah, pourquoi tu prendrais Yellow et pas Atomico ? Non, pourquoi je prendrais Atomico et pas Yellow ? Je me remets dans ta position d'avant. Écoute, ce que je t'aurais vendu avec Atomico, c'est qu'on a une force de frappe, on a du capital. Donc, si on te met aujourd'hui en site 3 millions, demain, on peut t'en mettre 10. Et on est founder first. On est founder first. Donc, même si tu galères, on va pouvoir continuer à mettre du cash et à te backer parce que si on te back aujourd'hui, on te backera dans les 10 ans qui viennent. Convaincant. Ok, maintenant on met la casquette Yellow. Et si je mets la casquette Yellow, je te dirais que nous, on fait que du 0 to 1. Donc, en fait, ce qu'on fait... que les autres fonds font pas forcément, c'est qu'on t'accompagne dans ce cheminement qui est relativement galère de 0 à 1, où en fait va falloir aller chercher tes premiers clients, va falloir mettre en place tes premiers processus de recrutement, tu vas te poser des questions sur quand est-ce que tu vas aller chercher ton prochain round, et tous ces acteurs-là peuvent potentiellement être conflictés parce qu'eux-mêmes veulent remettre de l'argent au pot. Nous, en fait, on est complètement alignés avec tes intérêts. Et je pense que surtout, la différence, c'est que on n'est pas vraiment une alternative en capital à Atomico, parce qu'ils vont mettre 2-3 millions et que nous, on va en mettre 500 000. On est plutôt complémentaires avec ces fonds qui vont mettre un peu plus d'argent que nous, quoi. Intéressant. Donc on peut faire les deux, quoi. C'est ce que tu On veux peut faire les aujourd'hui. deux, ouais. Peut-être que de l'autre côté, tu dirais non, donne-moi tout le round, mais tu vas essayer de convaincre. Intéressant. Mais toi, en tant que fondeur, ton intérêt, ça va être de se dire, ok, d'un côté, je peux avoir ces gars-là qui m'apportent X, Y, Z. De l'autre, tu peux avoir ces autres gars-là qui, je sais que les mecs de Yellow, le samedi à midi, si j'ai un truc, je les appelle, ils vont me répondre. J'imagine qu'il y a peu, je sais pas si tu as pu le faire, attention, touche pas trop ce disque dur, parce que si tu le coupes, je vais plus avoir de données. J'imagine que de l'autre côté, il y a rarement des fonds qui disent non, mais c'est soit je prends tout, soit je prends rien. Il y en a qui essaient de passer un peu en force comme ça ? De moins en moins. En revanche, ce qui va se passer, c'est que sur un tour de 2,5 millions, ils vont dire je prends 2,2, il reste 300 000. Vous démerdez avec les 300 000 qui restent. Toi, tu peux dire non, c'est 2. Ça dépend si t'es haute, très haute ou pas très haute. Exactement. Ça dépend de la brain que tu as, du track que tu as et de la relation que tu as avec le fondateur. Et que lui aussi se bat et se dit non. Je veux absolument Kilo et 400 ou 500 000 et du coup, vous devez réduire votre ticket. On l'a vu, nous, en fait. Ça dépend un peu des balls que tu as aussi, un peu, tu vois. Et c'est aussi un signal qu'on te reprochera rarement, tu vois. Si à un moment, tu es capable de dire... Ok, super intéressant. Aujourd'hui, tiens d'ailleurs, why ? Puisque c'est la question que tu poses à tes entrepreneurs. Pourquoi toi t'es parti ? Pourquoi je suis parti d'Atomico ? Écoute, je pense que déjà, je commencerai par dire que c'est incroyable de rentrer dans un fonds early on. Tu vois, là, 2017, à l'époque, les VCs n'étaient pas aussi staffés. Il n'y avait pas autant de monde dans l'écosystème. Et du coup, en fait, au moment où je rentre chez Atomico, on est 4 non-investment partners. Et les partenaires au-dessus de moi, j'ai 4 ans d'expérience professionnelle. Donc j'ai déjà un peu de bouteille, j'ai fait de la banque d'affaires, j'ai essayé de monter une boîte pendant 1 an et demi.
Et j'arrive là, et les partenaires au-dessus, il y en a un qui était au COMEX de Uber et qui a monté les opérations d'Uber en Europe, en Asie, en Afrique. Il y en a un autre qui a vendu sa boîte à Monsanto pour 1 milliard. Il y en a un autre, c'était l'employé numéro 150 de Google. Tu as des gens au-dessus de toi qui sont quand même inspirants, avec qui tu vas être amené à bosser de manière quotidienne sur des dossiers et qui vont énormément t'éclairer sur la manière de réfléchir à l'investissement. Donc j'ai énormément appris grâce à ça. Le tout, c'est qu'à un moment, en fait, tu commences à mieux comprendre avec le temps ce qui te plaît dans l'investissement. Et j'ai commencé à faire de l'angel investing. Tu vois, Atomico, c'était beaucoup de série A, série B. Donc des chèques je pouvais faire des chèques de 10 à 30, 40, 50 millions. Et j'ai commencé à faire des chèques plus petits et avoir accès, en fait, très tôt à des entrepreneurs prometteurs avant même qu'il y ait un round. Je me suis dit, putain, c'est kiffant l'idée de pouvoir les accompagner très tôt et de pouvoir les aider à la fois sur leur fundraising, mais aussi sur plein d'autres thématiques. Et ce que j'ai vu qui m'a marqué aussi, c'est quand j'étais sur des boards de boîtes avec Atomico qui arrivaient à la série C, série D, souvent le fondateur se tournait vers son investisseur pré-seed, qui était souvent plus au board ou seed, un peu le trust partner, le premier qui y a cru, pour avoir cet échange un peu de soundboard et avoir une personne qui l'a connu depuis le début et qui a des intérêts assez alignés avec les siens. Je me suis dit, putain, c'est le Graal si tu arrives à être cette personne qui, même 10 ans après, quand ton ownership il est passé de, 8 à 4%, tu restes cette personne avec laquelle le fondateur a envie de parler. Et je me suis dit, putain, c'est ça que j'ai envie, les 10 prochaines années, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, quand tu arrives à créer ça, en effet, c'est vraiment très cool. Alors, vous avez un autre edge, c'est que vous êtes principalement sur une zone géographique peut-être un peu moins exploitée que d'autres, quoi. Nous, on fait un peu ce pari avec OVNI, avec notamment beaucoup de rencontres grâce à Arnaud, mais pas que, en dehors de Paris, parce que on investit pas mal en dehors de Paris. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop focalisés sur l'Île-de-France, sur Paris. Vous êtes sur l'Europe du Sud, ou je me trompe ? Écoute, nous, on fait principalement l'Europe continentale, donc beaucoup France, Europe du Sud et DACH, donc Allemagne, Autriche, Suisse. C'est vrai qu'on a été très advertisé sur l'Europe du Sud parce que nos bureaux sont entre Paris et Barcelone. Donc on a un accès privilégié à l'Europe du Sud. Après, tu vois, le but, c'est de backer les meilleurs fondateurs européens. Donc s'ils sont en Europe du Sud, ça nous arrange parce qu'on va les connaître très tôt. Okay. En revanche, on n'a pas vocation à faire un chiffre particulier d'investissement au tout début, d'investissement dans une zone géographique spécifique. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur les 20 investissements, on en a un peu moins de 25% en Espagne. Okay. Il aurait presque 50% en France, à peu près 20-25% en Allemagne. Et ce qui reste de pourcentage, ça va être au Royaume-Uni. Et tu as eu des surprises ou des choses comme ça je sais pas, tu vois, je sais pas, là tu as dit Autriche, moi je me suis dit tiens, investir en Autriche, pourquoi pas, enfin il y a probablement évidemment des très bons entrepreneurs en Autriche, mais bon, il y a que Red Bull que je connaisse comme marque autrichienne, j'exagère un peu, mais voilà. Mais tu as eu des endroits un peu what the fuck comme ça où tu t'es dit, dis donc ici, waouh, ils sont forts quand même. Ouais, en fait, DACH, c'est Deutschland, Austria, Switzerland, du coup, mais on a fait principalement la Suisse. La Suisse, il se passe plein de trucs. T'as ETH, qui est une super école à Zurich, un peu l'équivalent du Polytechnique local. Okay. On a fait déjà 2 investissements là-bas. Je dirais que, non, mais une zone qui est intéressante, réellement, c'est, pour revenir sur l'Europe du Sud, je pense que, tu vois, ce qu'on voit en Europe du Sud aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on voyait en France en 2017. En termes d'investissement à date, on est à peu près sur les mêmes niveaux. Et du coup, tu vois l'écosystème qui s'est énormément développé. Moi, avec Atomico, je couvrais aussi l'Europe du Sud. Je parle espagnol, du coup, j'y allais pas mal. Et j'ai investi très tôt dans des boîtes qui ont pas mal grossi, Factorial, qui est un peu le Payfit local, ou encore Job & Talent. Et tu vois, 8 ans plus tard, ils sont passés de 3 à genre 15 unicorns. Et du coup, tout ça, comme tu as pu le voir en France, en fait, ça crée du talent. Tous ces employés, ces premiers employés qui ont scalé dans ces boîtes. Et du coup, il y a vraiment quand même un play. On se dit, OK, dans les années qui viennent, il va se passer des choses en Europe du Sud. Donc autant avoir un pied sur place. Vous connaissez déjà un peu en plus, peut-être. OK. Super intéressant. Vous n'avez pas de bureau en local, enfin ailleurs que Paris. Paris et Barcelone. À Barcelone, vous avez un bureau aussi. Ouais. Donc mes associés sont là-bas et il y a Victor aussi de l'équipe qui est là-bas et Camille et moi sommes à Paris. Ouais. Barcelone, on me disait récemment que ça avait perdu de sa superbe en termes de tech. C'est faux ? Ouais, je pense que c'est faux. Enfin, peut-être qu'ils...
Non, je pense J'ai eu que l'impression qu'il y a 4-5 ans, c'était super, vraiment. À Donf, tu vois, il y avait comment il s'appelle Sacha Poignonnet, qui avait. de Jumia. Ouais, de Jumia, il y avait. Enfin, pour moi, j'en ai. Hein Il y est retourné d'ailleurs, là, il y est là. Ouais, il y est, ouais. Ouais. Il y avait toute l'équipe du petit ballon, il y avait. Bon, c'est d'autres choses, mais il y avait pas mal de monde de la tech quand même. Mais... Écoute, ouais, non, je pense que ça continue à avoir. Tu vois, typiquement, là, on a backé un fondateur qui était le fondateur de WeFox. Je sais pas si ça dit quelque chose, c'est de l'assurance. Oui, C'est ça me une parle. grosse boîte qui avait. C'était une des unicornes allemandes. Et lui, tu vois, berlinois, en fait, il avait monté l'équipe tech à Barcelone. Ok. Il y a pas mal de. Tu vois, N26 ça fait la même chose. Revolut a un énorme pôle tech à Barcelone. Et du coup, ça crée beaucoup de talent tech qui est un peu moins cher que dans d'autres villes européennes. Et lui, typiquement, il est parti builder avec son ancien CTO et il a dit bon, bah, je m'installe à Barcelone, c'est pratique, les talents sont un peu moins chers. Et il y a surtout beaucoup de talents internationaux. En fait, si par exemple, Day One, tu veux vendre un peu partout en Europe, bah, tu vas trouver des junior sales qui parlent natif italien, anglais, français, allemand. Ça attire quand même pas mal le monde. Donc je pense non, c'est un écosystème qui est soit tu vois plus petit que le parisien, mais ça reste quand même assez conséquent. Ouais. Cool, très cool. Écoute, est-ce qu'il y a des trucs, des petites red flags, des trucs que tu élimines directement dans des founders, je sais pas, un couple, tu vois, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça, vous avez des petits... j'aime bien avoir chez les investisseurs Un red flag, je sais pas s'il y a un red flag, mais tu vois, l'énergie que tu vas mettre dans ton call, ça va être important. Au final, on t'a jamais rencontré, on arrive dans le call, on essaye de mettre de l'énergie nous aussi. Je suis en retard. Non, il y a toujours des bonnes raisons. Tu vois, si tes clients sont. Si jamais tu es en train de vendre et tout, tes clients sont plus importants qu'un collègue, qu'un VC. Okay. Et au final. C'est si je suis mou, quoi. Bah, si t'es mou, c'est pas top. Ouais. On va essayer d'aller chercher, de voir où est ton énergie. Mais si t'es mou, ça veut dire potentiellement tu vas être mou dans tes meetings clients. Donc ça va être plus difficile de convertir. À part si t'as un product incroyable. Si t'es mou, peut-être que tu vas être mou dans ton recrutement. Donc t'as pas besoin d'être forcément charismatique. Tous les fondateurs n'ont pas besoin d'être charismatique. Mais mettre de l'énergie, c'est déjà, ça apporte pas mal, quoi. Audrey Soussan me disait ici que ceux qui montaient un peu de grid, donc tu me disais un peu ça tout à l'heure, mais si t'as pas envie de faire 100 millions de chiffres, moi ça m'intéresse pas. Ouais, bah tu vas aller tester leur ambition. Après, tu vois, c'est plus comprendre le pourquoi et le niveau d'ambition, VS de te dire, est-ce que tu as envie de faire une boîte à 1 milliard et, tu vois, c'est un peu la question où tout le monde peut dire, ouais, je viens de faire une boîte à 1 milliard. Tu te dire, ok, quel est ton niveau d'ambition? Là, tu es en France. Est-ce que la solution que tu es en train de développer, elle a vocation à être européenne, mondiale? Et si tu y vas, comment tu réfléchis? En fait, c'est Day One, comme tu le vois avec OVNI, ils peuvent pas avoir toutes les réponses. En revanche, de voir comment tu réfléchis à ta politique d'expansion, ta stratégie d'expansion et à la vision globale que tu as, ça va être intéressant. Ouais. T'es un bullshit détecteur? En fait, tu deviens avec le temps, à force de faire ce métier, tu vois, ça va faire presque 10 ans, tu commences à... Je sais pas si je suis un bullshit détecteur, mais tu commences à avoir des signaux faibles où tu dis, ok, tu m'as dit ça, mais ça ne matche pas avec ça. T'es parti de ta boîte, ça fait 1 an et demi que tu fais de l'advisory. Pourquoi? Est-ce que tu es en train de monter une boîte parce qu'en fait, c'était un push factor inside of you, ou is it a pull factor because il y a quelqu'un qui t'a dit viens et fais ça avec moi? Tu vois, d'essayer de comprendre les dynamiques entre ce que tu nous dis et la réalité. Après, tu essaies de assume good intention. Tu essaies de dire bonnes intentions. Les bonnes intentions. Tu dis que les gens en face de toi sont pas des bullshitters, mais tu essaies quand même de comprendre le pourquoi derrière les décisions. Récemment, tu vois, moi j'ai eu un invest qui est pas passé chez OVNI parce que pas exactement dans le play. Un truc IA, un peu, tu sais, un peu le truc IA. Finalement, pas une énorme barrière à l'entrée, mais quand même plutôt une bonne exécution. Mais il y en a d'autres. Très très seed, tu vois. Moi, du coup, il me sollicite parce que je suis visible, mais aussi parce que je pouvais mettre, je crois qu'il devait 300, 400, 500 au total, tu vois. On est vraiment dans du très early stage. Et dès le début, j'hésitais un peu. Et en fait,
il a insisté, tellement insisté qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Je me suis dit, il faut qu'il se calme. Et après, je suis revenu là-dessus. Même, je lui ai dit, et je me suis dit, mais c'est marrant parce que oui, c'est aussi un talent. Oui, tu vois, un truc où vraiment, il m'a pas lâché, tu vois. Bon, j'y suis pas allé. Mais je veux dire, qu'est-ce que tu penses de ça, du côté un peu forceur? Bah, tu lui as reconnu au moins sa résilience, le fait qu'il n'ait pas lâché. Ouais, je pense que tes premiers clients, tu vas les avoir comme ça, quoi. Faut pas les lâcher. Donc, je pense que si tu arrives à prouver ta résilience, c'est un énorme plus. Après, c'est vrai que je pense que dans le boulot comme dans les relations, une fois que tu as un peu make up your mind et tu t'es dit, une fois que tu t'es fait une raison sur un oui ou non, c'est toujours difficile d'y revenir. À part si t'es quelques mois plus tard. C'est pour ça que même quand tu as des fondateurs qui vont lever un prochain round, tu leur dis en fait c'est maintenant, mais vous pouvez pas retourner voir les mêmes investisseurs avant 6 à 9 mois avec plus de data. Parce que c'est très difficile d'avoir dit non et de revenir sur ta position quelques jours ou quelques semaines plus tard. Donc je trouve que c'est ça qui est un peu dur côté fondateur. Et je trouve que ce qui est dur pour nous, et tu dois le voir avec OVNI, c'est que tu dis plus non que oui. Et quand t'aimes bien tu vois, t'aimes bien faire plaisir aux gens, c'est un peu difficile parce que tu te retrouves à dire beaucoup non. C'est pour ça que c'est pas moi qui investis, parce que moi j'ai envie de dire oui à tout le monde, c'est affreux. Chacun son job. C'est quoi ton plus gros fail, ton investissement? Comment on appelle ça, l'anti-portfolio? T'en as un ou deux que t'as bien foiré, bien laissé passer? Ouais, je pense que bon là ça fait 2 ans donc c'est un peu tôt avec Yellow, mais avec Atomico, ouais, il y en a certains malheureusement qu'on a laissé passer. Il y en a 2 particuliers que j'ai en tête. Il y a Back Market qu'on a vu très tôt à la série B. On était dans leur bureau dans le 17e avec Thibaut, passé beaucoup de temps avec eux. Et en fait, tu vois, c'était la série B, on avait fait pas mal d'analyses, etc. Le taux est à... Bon, je pense que c'est vieux, donc ils m'en voudront pas de dire le chiffre. Ça devait être autour de 240, 250 millions de valo. C'est un peu cher. Je sais pas quelle est la valo finale aujourd'hui dans les books, mais c'est clairement une boîte qui vaut bien plus d'1 milliard, qui a une très belle trajectoire, et c'est un peu dommage qu'on l'ait laissé passer. Et l'autre, ce serait Conto, qu'on a vu en série B. Ça devait être en 2018 aussi, et sur laquelle je pense que là, c'est pas qu'on n'a pas décidé, c'est qu'on a pris trop de temps à se décider. Et tu vois, c'est là aussi où tu apprends de tes expériences précédentes. J'aurais tellement aimé rentrer dans Conto aussi. Ouais, incroyable, non? Ouais. Tu les as rencontrés tôt, toi, moi, Alex? Ouais. Et puis, j'ai enregistré avec Alex très tôt. Je crois que je lui dis dans le premier épisode que je fais, direct, je lui dis je veux investir. Il y en a 2 à qui j'ai dit ça, il y en a un chez qui j'ai fini par rentrer, c'est Jean-Charles Samuelian. Chez Alan, je suis rentré par le biais d'un SPV qui était le Friends and Family d'origine, donc il y a eu un peu de cash out et j'ai pu racheter des parts. Génial. Mais Conto, c'est mon partenaire sans la veine, tu vois, il bosse avec moi depuis 2019 ou 2020. Et ouais, je suis pas rentré, mais en fait, et puis là, c'est autant l'équipe cette fois-ci, mais que le produit, quoi. C'est tellement merveilleux. Ouais. C'est tellement merveilleux. T'es un user, toi aussi? Je suis un user, et puis, tu vois, cette anecdote, je croise Alex, je peux te donner même tout le truc, je vais au ski. Je croise Alex avec ses femmes et enfants en seconde classe. Donc déjà, tu vois quand même le personnage aussi. Sachant que je crois savoir à peu près combien de cash-out il a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. L'année dernière, 2025, je pense. Okay. Ouais. Je vais au ski, j'avais moi-même mes enfants. Tous les deux aussi respectueux. Donc moi, il est avec sa femme, tout. Je vais pas trop le faire chier, etc. Mais on parle quand même 5 minutes. Mais littéralement dans le wagon, bordel, les enfants et tout, quoi. Et on échange, il me dit comment ça va, il me pose des questions sur mon usage de Conto, ce qui est quand même encore machin. Je lui remonte 2 trucs. Je t'en donne un concret. Je lui dis par exemple, j'aimerais bien pouvoir, quand je reçois de l'argent, automatiquement faire une redirection, tu vois, une redirection automatique vers un compte impôt, un compte URSAF et un compte saving ou machin, tu vois. Bien sûr, je vois. Donc tout de suite flécher et dire il y a 20% qui va là-dessus, 30%, tac. Et puis le reste sur mon compte principal. Et il me dit super intéressant, machin. Je pense que 2 semaines après, lui il me recontacte, il me dit c'est bon, c'est live, ça fonctionne. Incroyable. Tu vois le côté obstiné qu'il a 10 ans plus tard. Et je lui en ai remonté 2 à ce moment-là, j'ai plus le deuxième, mais le truc, c'était sur une histoire de facture.
si je ne m'abuse, parce que tu devais pouvoir envoyer une facture à une adresse et ça te faisait le rapprochement bancaire si jamais tu avais déjà fait le paiement. Mais si tu n'avais pas fait le paiement, tu pouvais envoyer une facture et il te faisait tout de suite, il allait screener les infos, il te préparait le virement. Tu vois, c'est des micro-temps gagnés, mais quand tu es entrepreneur, ces trucs, quand tu es au début, les virements, en fait, tu peux y passer une demi-journée par mois, tu vois, à faire tout ça. Quand tu as juste à forwarder le machin, tac, t'as le machin, tu vérifies, tac, c'est plié, salut, au revoir. Mais c'est tellement merveilleux, puis c'est les trucs qui te font tellement chier. Donc lui, il fait ça. Mais tu sais, après, j'en ai reparlé, je pense que j'en ai parlé avec Philippe Brassac quand il quittait le Crédit Agricole. J'ai enregistré j'ai fait une petite série CAC 40. Je lui dis, mais imagine, Philippe, combien de temps au Crédit Agricole il vous faut pour déployer un truc comme ça? Entre le jour où je te dis ça, toi, le CEO, et le jour où elle est en ligne, mais c'est 5 ans, c'est 4 ans. Enfin, je rigole pas. Ouais, bien sûr. Et la plupart des features qu'ils avaient, eux, bon, bref, sans parler, mais que de conto, mais c'est vrai que alors ça, je trouve ça le plus dur. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Au-delà de ça, c'est comment on décèle l'aptitude à l'exécution, quoi. Les gros warriors de l'exécution. Parce qu'en seed, c'est hyper compliqué s'ils n'ont pas d'expérience avant. Complètement. C'est très compliqué d'avoir des refs. En fait, je pense que, tu vois, quand tu me disais ça, je me disais comment tu arrives je crois que le site de Conto, c'est en 2016. Alven les avait baqués sur la boîte de e-cigarettes avant. Comment tu arrives et tu dis, OK, ils vont révolutionner le monde de la banque B2B. Comment tu arrives à déceler qu'ils vont avoir cette résilience à rester et à pousser, tu vois? Et franchement, c'est un roller coaster. Quand tu les regardes, tu dis putain, c'est génial ce qu'ils ont fait, mais ça a été dur. Et je trouve qu'ils sont vraiment exceptionnels. Et comment, du coup, ta question, c'est comment tu arrives à déceler l'exécution? Je pense que soit tu as des gars ou des nanas qui ont déjà bossé, et tu dis ok, tu prends des refs et bon, il était VP Ops ou il était Ops Manager, tu vois, t'essaies de poser aussi des bonnes questions aux gens à qui tu parles. Il y a aussi ce truc où tu dis, la personne à qui auprès de laquelle je prends des refs, est-ce qu'elle sait à quoi ça ressemble un A+? C'est aussi autre chose, tu vois. Parce que tu peux aussi poser une question à un pote de promo. A+, étant quelqu'un qui est A+, qui est vraiment un Ligue des Champions, quoi. Ouais. Est-ce que cette personne sait faire la différence entre quelqu'un de, tu vois, A et quelqu'un d'A+? Et en fait, c'est aussi ça qui est difficile quand tu prends des refs. C'est, tu vois, le copain de promo va dire ah putain, Roger, il était vraiment au-dessus du lot. Mais tu vois, à qui tu demandes? Et ça, c'est un autre élément. Mais pour revenir, je pense que tu prends des refs. Et là, tu vois, on est en train de backer une équipe qui vient de finir leurs études. Et pareil, là, comment tu arrives à évaluer leur capacité d'exécution? Ils ont fait que des stages à date. Je pense que c'est beaucoup dans les questions qui se posent, comment ils avancent dans le processus. Tu vois, c'est beaucoup de signaux faibles au final, parce que tu n'as pas assez de data points. Certains qui sont intéressants, si tu es passé chez... comment il s'appelle, Oliver Samwer, là, chez Rocket Internet, déjà, t'as un signal de gros guerriers. Non, mais c'est vrai que t'as des écoles comme ça. Je pense que Glovo, tu parlais de tes associés qui sont à Donf. J'imagine que si tu passes un peu chez Alex Boisis, voilà, il y a des endroits où c'est des grosses maisons de guerriers, quoi. Ouais. La difficulté, je trouve, c'est que ces maisons de guerriers, en ce moment, c'est plus difficile. Un peu de réputation où il faut, tu sais, faut être plus soft, plus machin, etc. Mais c'est vrai que, tu vois, Rocket, moi, là, je pense à Maxime Le Gardez, je sais pas si tu as suivi ses business. Bon, c'est vrai que des mecs comme ça, tu vois l'exécution. Moi, quand je les vois passer sur Génération Naturcell, tu les vois, les bonhommes, quoi. Derrière, tu sais, les femmes, pareil, mais qui sont à donf, quoi, tu vois. Ouais, des monstres d'exécution. Ouais, Maxime qui avait fait Convoy, non, comment un truc de. C'était pas. Freight forwarding sur la route et ensuite qui a monté. De fret, quoi. Ouais. Mackie People désormais, dont je suis sorti. Je sais pas si j'ai eu raison. Ah ouais. Ouais. En série B du coup. Oui, il m'a proposé cette année. Je dois avoir le droit de le disclose. Vous faites des off-site avec vos fondateurs. Ouais. C'est quoi l'idée? Ça sert à quoi? Est-ce que ça fonctionne? Ouais, écoute, je pense. Tu peux me décrire un peu le format? Ouais. L'idée d'un off-site, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on essaie d'optimiser? On essaie d'optimiser pour que les fondateurs reviennent à leur desk et se disent putain, c'était cool. Et c'est de dire quoi, c'était cool? C'est de dire potentiellement, tu vois, déjà, j'ai passé un bon moment. J'ai pu apprendre quelque chose de quelqu'un et j'ai connecté avec au moins un fondateur avec lequel
ou une fondatrice avec laquelle j'ai envie de continuer à discuter et pouvoir continuer à échanger. Et tu commences à croître ta communauté. Et je pense que justement, sur cette base-là, nous, on a fait 24 heures. Ça a été un succès. J'espère que les fondateurs diraient la même chose. Et je pense que ce qui a fait la différence, c'est aussi, tu vois, c'est Arnaud, ton associé, qui me demandait c'était quoi le format. Et c'est une bonne occasion pour que je le partage. C'est qu'on a commencé la session le matin pour que les uns et les autres se connaissent, au lieu qu'ils se lèvent et disent « Salut, c'est Adam, j'ai créé Yellow ». Plus de dire « Ok, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ta boîte fait ? Et quel a été le unexpected challenge de ton début d'aventure entrepreneuriale ? Quel a été le challenge auquel tu fais face depuis quelques semaines, auquel tu t'attendais pas forcément ? Et on a kick-off la session avec mon associé Oscar, qui a commencé l'exercice avec lui et Glovo, et dire « Ok, j'étais à votre place, croyez-moi, je continue à avoir beaucoup de challenges unexpected. Je dirais que moi, au début, ce à quoi je m'attendais le moins, c'est X, Y, Z. » Tu sais ce qu'il a dit ? Ouais, lui, en l'occurrence, c'était trouver le product market fit. Okay. Ils ont pris 18 mois à trouver le product market fit. À l'époque, comment ? Et toi ? Moi, qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais. Bah, là, à ce moment-là, c'était plus pour les entrepreneurs. Mais si tu me posais la question, je te dirais que là, tu vois, monter un fonds, c'est pas comme monter une boîte. Mais monter un fonds vient aussi avec des challenges, et tu peux penser que la première barrière à l'entrée, ça va être le cash. Mais en fait, tout ce qui va avec, tout ce qui va après, que ce soit, tu vois, ce dont on discutait, d'être le premier à avoir le call avec le fondateur, que ce soit les convertir et être sûr qu'ils comprennent ta valeur ajoutée, les accompagner de manière pertinente, etc. Tu sais quoi, moi, ça, je trouve ça quasiment le plus cool. Je veux dire, c'est du unexpected challenge, mais c'est du challenge. Pour moi, je pense que le truc auquel j'aurais pas pensé, Dieu merci, je m'en suis pas occupé, mais c'est tout le réglementaire, tout ce qui va autour. Mais c'est affreux, non ? Tu trouves pas ? Par rapport à plein d'autres business, je sais pas si c'était toi qui l'as géré, mais j'imagine, ouais. Ouais, on a géré collectivement, mais c'est vrai que ça a été beaucoup de hassle administratif. Ouais. Et tu peux penser qu'une fois que c'est derrière toi, que tu as levé les fonds, c'est derrière toi. C'est OK, maintenant c'est game on, we're having fun. Et en fait, l'expérience te rend très humble parce que tu penses que ta valeur ajoutée est puissante et qu'elle va être comprise. Et en fait, c'est un ami qui a monté Visionaries Club, Rob Lachar, qui me disait « It compounds over time ». C'est avec le temps que tu commences à créer de la marque, etc. Et du coup, il ne faut pas avoir peur d'être patient, même si c'est dur quand tu es ambitieux d'être patient. Et du coup, pour moi, je dirais que les 12 premiers mois ont eu beaucoup plus de challenges que ce que j'imaginais. Et là, les 12 derniers mois étaient, tu vois, c'est genre, OK, là, on était en training, on est sur le terrain et ça va vite et c'est excitant, quoi. Pour finir, c'est offside, pardon, je t'ai coupé un peu. Le dernier, il était où, du coup, celui-ci ? On était à Barcelone, on était à 1 heure de Barcelone. Vous emmenez tout le monde là-bas ? On a emmené tous nos fondateurs, donc on a 18... Tu les invites ? Ouais, on ne paye pas le billet, parce qu'on n'a pas forcément, tu vois, mais on invite à la fois bouffe et hôtel, logement et nourriture. Et ouais, non, franchement, c'est top. Je vous le conseille vivement. Et le tout, je pense, c'est de trouver le bon le temps qu'il faut. C'est-à-dire, nous, on a fait 24 heures. Est-ce que ça peut être plus ? Tu vois, en 24 heures, t'as pas le temps de tout faire, mais en même temps, tu as des équipes qui sont en train de builder. Elles n'ont pas forcément le temps de partir plus de 24 heures de leur desk pour passer un moment à échanger, même si c'est quelque chose qui a du ROI. C'est difficile en amont de prendre ton billet et de dire « je vais partir 2 jours ». Loin de mon business. Et du coup, le tout aussi, c'est qu'on avait laissé beaucoup de plages libres pour que tu puisses prendre tes calls, que tu puisses faire tes emails. T'es pas un agenda complètement back-to-back, quoi. Extra. La question qu'on m'a posée, demandé de te poser, qui chez vous incarne le founder empathie et qui pousse à la prise de risque ? Écoute, je dirais que c'est tout le monde dans l'équipe est plutôt... à côté empathie fondateur et prend des risques. Je pense que ce qui est intéressant quand tu bosses avec des fondateurs, et c'est toi qui le disais aussi, tu as envie de dire oui à tout, c'est que mes associés, au début, quand on a débuté, ils étaient beaucoup plus enclins à dire oui à tout. Donc il y a aussi un ramp-up de dire, OK, en fait, d'apporter aussi un peu ton cadre d'analyse d'investissement en disant, en fait, voilà pourquoi ici ça marche pas. C'est un peu comme un LLM modèle. Tu traînes le modèle et tu dis, OK, on voit toutes ces opportunités ensemble et on discute pourquoi on n'y croit pas. Et ensuite, tu vois, on a des avis divers et variés. C'est ce qui fait la richesse d'un partnership. Ouais.
Ta plus grosse déception, parce que tout à l'heure je t'ai demandé ton anti-portfolio et après je serai sur du plus positif. Pour t'imager ce que je peux penser, moi mes plus grosses déceptions, c'était par exemple ceux qui ont abandonné trop vite, chez qui j'ai investi. Je parle pas d'OVNI d'ailleurs parce qu'on est trop jeune, mais dans des fonds, dans des boîtes, en tant que business angel, j'en ai eu 2-3 en fait. Des gens, je pensais qu'ils avaient une vraie grinta et puis à la moindre, au premier caillou sur leur chemin, bam, ils ont trébuché et ils sont jamais relevés, quoi. Ouais, je pense que c'est un peu la même chose. Ça a été, c'est les déceptions dans tes investissements, en fait. Je pense que ce qui est dur quand t'as un peu cette tendance à vouloir à prendre le volant. En fait, quand t'es investisseur, tu prends jamais le volant. T'es même pas copilote, t'es derrière en mode tournez là, tu vois. C'est que c'est PKM, moi, qui m'avait dit, ça m'avait marqué. Il me dit, moi, quand j'investis, et chacun a son rôle d'ailleurs là-dessus, hein, mais il dit, lui, moi, je rentre en seed plutôt à l'époque, en tout cas. Ouais. Il disait, je suis dans le coffre et je sors que si tu viens me sonner. Je vais même pas te dire tourner à droite, etc. Ouais, tu vois, ouais, Chacun sa place. Mais c'est une belle métaphore. Mais je dirais que ouais, c'est un peu difficile parce que par moment, tu dis pourquoi tu fais pas ça, etc. Mais en fait, il faut aussi, tu vois, le but, c'est aussi d'être assez humble, de se dire, si j'ai investi chez eux, c'est que je pense qu'ils sont assez intelligents pour réfléchir à tu vois, aux tenants, aux aboutissants de leurs décisions et te dire, OK, moi, voilà ce que je pense. Est-ce que tu y as réfléchi? Tu essayes de pousser ton point 2-3 fois. Au final, s'ils pensent que c'est non pertinent, bon, ben, ils ont assez de recul sur leur boîte pour savoir ce qui est la bonne chose à faire. Mais je pense que ce qui est le plus frustrant, ouais, c'est les équipes qui abandonnent plutôt que ce que tu peux imaginer en disant, bon, en fait, on n'y croit plus, quoi. Tu as été investeur dans Lime? Ouais. En perso? Non, avec Atomico, on a investi dedans. Ouais. Okay. T'es user ou pas? Ouais, je l'ai été. Oui, je suis très user de Lime en Ouais. l'occurrence. Ouais. Toujours très user. C'est marrant, je suis plus user de Lime que de tous les autres, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs. Plus simple, c'est sur Uber Lime aussi que tu vois, mais je crois que j'ai quand même l'appli Lime. Non, mais parce que c'est belle. J'ai cru que tu étais en direct, ouais. Sorar, Klarna, etc. Mais c'est un beau portfolio. T'as été plus grande fierté justement dans tout ça, dans les invests, le truc peut-être sur lequel t'as dû te battre et... Ouais, écoute, c'est une bonne question. Je pense que la boîte qui a le plus cartonné en termes de valo, ça va être Klarna. Ouais. Et je pense que, tu vois, c'est un très beau succès européen. Et c'est marrant parce qu'en Europe, tu as des très, très beaux succès en fintech, notamment. Tu vois, si tu penses à Revolut, à TransferWise, qui s'appelle Wise maintenant, Klarna, Adyen, la fintech a apporté énormément à l'écosystème européen. Et franchement, Klarna, c'était incroyable de passer du temps avec le CEO et le CFO et toute l'équipe exec et voir comment, tu vois, j'ai vu une partie de l'aventure. Hein, ça a commencé en 2005, Klarna quand même, donc j'étais pas au tout début. De voir comment ils exécutaient. Je pense que tu apprends énormément, mais aussi tu apprends beaucoup des boîtes qui fail. Et tu vois, j'ai aussi fait des boîtes que aujourd'hui tu connaîtras pas et auxquelles j'étais au board et dans des conversations difficiles. Et tu apprends beaucoup sur la psychologie humaine, sur la diplomatie, sur pourquoi ça n'a pas marché. Et je ne sais pas si tu apprends plus des échecs que des succès, mais je trouve que tu apprends beaucoup des deux. Intéressant. J'ai enregistré un épisode avec une femme qui s'appelle Virginie Guyot, qui était la première patronne de la patrouille de France. Et on a une tendance dans l'entrepreneuriat, peut-être la tech, en particulier les fonds, peut-être de faire ce qu'on appelle des post-mortem. Ouais. Mais eux, ils font en fait des rex sur toutes les sorties. Et en fait, c'est vrai qu'on valorise beaucoup les échecs et il faut, parce que de toute façon, il faut essayer les choses, il faut se planter. Bon, je vais pas te repasser le truc. Hein, je pourrais te le faire avec la voix tremblotante si tu veux. Mais en revanche, eux, ils valorisent aussi enfin, tu vois, les bonnes sorties, quoi. Et ils disent pourquoi on a bien fait. Qu'est-ce qui fait qu'on a bien fait aujourd'hui? C'est intéressant aussi de voir ça. Complètement. Mais c'est vrai que il faut être capable de prendre. T'as vu des gros bains de sang ou pas? Bains de sang, je sais pas, mais j'ai vu des situations plus compliquées que d'autres. Tu t'es battu contre d'autres fonds, genre, je veux dire, à l'intérieur, dans des boards, des trucs. Non, t'as jamais vu trop de... Je pense que les anglo-saxons sont très bons quand même pour ne pas laisser transparaître leurs émotions. Moi, j'ai beaucoup appris de ça, tu vois. Ça se bat pas sur le board autour de la table, mais en revanche sur le markup du Word, ça se bat un peu plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça va être très passif-agressif. Ouais.
Mais en même temps, tu vois, genre, pour prendre un parallèle, j'ai fait un stage quand du coup j'ai commencé ma carrière en banque d'AF. J'ai fait un stage à SocGen à Paris. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière en TMT chez Barclays à Londres. Et la différence dans l'approche, dans le parler, tu vois, des anglo-saxons, à Paris, tu te prends des taquets tout le temps. Genre, t'as même pas un good job, c'est tout le temps, tu vois, c'est que quand ça va pas qu'on t'en parle. Au moins, les anglo-saxons, même si ils te font passer par certaines phrases, tu sais que t'as merdé, au moins, ils y mettent un peu les formes. Et là, je pense que c'est pareil, dans les boards, il y a pas... Les gens, en général, perdent pas leur nerf, mais par la manière dont ils s'expriment, à l'écrit ou à l'oral, tu sens qu'il y a une tension, quoi. Ouais, mais c'est drôle parce que quand tu vois les radical candorship, tu vois les comment ils s'appellent, Ray Dalio qui vont promouvoir ce genre de truc. Je dis ouais, c'est latin en fait ton truc. C'est ce qu'on fait nous plus ou moins quoi. Moi quand je pense un truc je le dis, tu vois, mais c'est très drôle. Ok, si jamais tu avais la chance de te rencontrer toi-même en stagiaire et que tu pouvais te faire gagner un peu de temps en disant vas-y Adam, juste fais attention à ça, apprends ça, te plante pas trop là-dessus, qu'est-ce que tu te dirais? Déjà, je te dirais, avant d'aller en venture, fais autre chose. Tu vois, il y a plein d'étudiants qui finissent leurs études et qui se disent, je vais aller faire du venture. Moi, je trouve que les profils que j'ai vus à date qui sont meilleurs, c'est des gens qui ont touché à d'autres choses. Parce qu'au final, pour comprendre des business, il faut avoir vécu un business. Ça ne veut pas dire de monter une boîte, mais tu vois, que ce soit d'aller voir côté conseil en finance ou conseil stratégique, que ce soit d'aller dans une start-up, d'avoir une expérience professionnelle, je trouve que ça fait une énorme différence. Et de te former un peu. Et ensuite, le deuxième, je dirais, bon, les clés pour que tu réussisses, il faut que tu sois quelqu'un de très curieux, quelqu'un d'ingénieux et je dirais commercial. Parce que tu vois, curieux, tu vois tout le temps des nouvelles choses. Tu dois le voir avec OVNI, c'est un matin, tu es sur une solution pour le marché auto, l'après-midi, tu es en train de servir l'industrie tu vois, de la santé. Du coup, faut aimer ça. Et ensuite, ingénieux, parce que tu vois, c'est l'ingénieux, pour moi, c'est hustler en anglais. Il faut aller chercher l'information, faut se battre, aller gagner ton deal, etc. Du coup, il faut être un peu malin et créatif. Et commercial, parce que justement, il faut aller gagner ton deal. Donc, comment, au final, tu le disais tout à l'heure, l'argent, en fait, c'est une commodité. Donc, tu vends de l'argent contre une partie de la boîte de quelqu'un. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu peux m'apporter? Quelle est ta valeur ajoutée quelle est la raison pour laquelle je vais te laisser, je vais te donner accès à mon shareholding. Et pour ça, il faut être convaincant. Donc, je pense que c'est un peu les trois traits qui vont être clés, je pense. Très convaincant. Écoute, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que c'est bien. Non, mais je suis d'accord. En effet, ce que j'ai découvert là, moi, ces dernières années, c'est alors déjà 2-3 choses, hein, mais c'est que quand même, malgré tout, créer un fonds, c'est une entreprise. Enfin, ça, je m'en étais pas tant rendu compte que ça. C'est-à-dire que il y a quand même un moment où tu vas aller chercher de l'argent, des LPs, tu vas faire une structure. Bon, au sens technique du terme, tu as une SAS, etc. Après, tu vas aller chercher des fonds, tu vas aller les investir. Tu as des rapports, donc tu as des clients en plus un peu de différentes sortes de clients, mais tes entrepreneurs, tes LPs, etc. Tu manages du monde. À la fin, tu as un PNL. Enfin, je voyais pas du tout de l'extérieur des investisseurs comme des entrepreneurs. Et tu peux te dire c'est pas exactement pareil. Bah si, quand même, à la fin, ils ont des concurrents, etc. etc. Et en effet, tu as tout ce qui va avec, tu as toute la com, tu as tout le... Tu vois, moi, j'apprécie, c'est les trucs que je vois tout de suite, mais tu as un t-shirt yellow, tu as un Y sur ton téléphone, tu as un Y sur ton... Je t'ai ramené une casquette aussi. Bah voilà, tu vois, j'adore les casquettes. Tiens, et voilà, mais tu sais, et ça, je suis très sensible à ça, parce qu'en fait, tu vends... bon, alors là, il se trouve que maintenant, j'ai un sponsor que je peux citer, puisque c'est un sponsor, mais d'ordi qui s'appelle Samsung. Mais avant, tu vois, mes ordis, je mettais toujours... Je m'aime pas bien la casquette. Je mettais toujours un sticker par-dessus parce que je me disais je suis pas payé par la marque à la pomme, tu vois. Donc j'ai pas de raison de promouvoir, tu vois. J'ai rarement des trucs qui sont brandés avec une marque parce que je suis pas payé pour ça, tu vois. Non mais tu vois ce que je veux dire. Sûr, et donc en effet, en revanche, si je dois attirer l'attention de quelqu'un, voilà. Et donc tout ça, sur le fond, moi je trouve ça assez cool et c'est là où on s'est bien rencontré avec OVNI. C'est la création de contenu et là, moi je suis là pour ça. C'est vraiment building public, quoi. Comme je te le disais,
comment on crée un fonds, comment on rencontre nos concurrents, comment on crée du karma. Ça, j'adore aussi. Et c'est Naval Ravikant, moi, qui met voilà, Complètement. comment tu arrives à être. Il y a beaucoup de fonds qui ont du karma, et il y en a quelques-uns qui n'en ont pas du tout. Et on va pas les citer ici maintenant, mais d'ailleurs, je les cite pas, je les cite rarement, je ne vais pas de manière proactive, mais on le sait, tu le vois, tu vois. Et entre fonds, il y a des échanges qui se font, il y a des présentations, parce que comme tu le disais, tu vas aller présenter à quelqu'un qui est plus gros, toi tu veux être follow, tu veux pas être lead, et tu présentes, puis tu as des mecs qui vont te les prendre sous le nez, puis tu n'en as d'autres pas. Donc voilà. Et donc moi j'aime bien tout ça. Tout ça n'est pas qu'une question d'argent. Effectivement. Et tu l'as dit un peu tout à l'heure, c'est qu'à the end of the day, pour reprendre tes anglicismes, je me moque, mais surtout si tu as 2 ou 3 fonds, faut aller chercher le fonds pour les bonnes raisons, quoi. Et c'est un alignement, c'est la personne qui est là. Sachant que c'est pas comme un banquier, quoi, tu vois, c'est pas comme à la BNP ou à la SG. Normalement, le type qui est là en face de toi ou la femme qui est là en face de toi, dans le fond, il va rester quelques années, il va t'accompagner, il va te servir à quelque chose, quoi. Ouais. Complètement, t'as raison. Et je pense que j'allais parler en anglais, c'est très difficile. Pardon, mais je t'ai bloqué. T'as raison. J'essaie de m'appliquer cette rigueur. Mais je pense qu'à la fin, c'est de l'humain, c'est beaucoup de l'humain. Et c'est, tu vois, comme tu disais, comment tu arrives à savoir si une équipe est la bonne équipe ou pas. Ça va être un sentiment et de part et d'autre, et ils vont se dire, est-ce qu'on a envie de bosser avec eux, est-ce qu'on se voit avancer avec cette équipe ou pas, ouais. Et voilà, et ce que tu échanges au-delà de l'argent, donc si tu le dis, mais tout ça, c'est les entreprises entrepreneuriales, tu reviens sur la entreprise, donc voilà, tu as tes clients avant tout, tes investisseurs, tes collaborateurs, tu as tout ce monde-là, et c'est que du temps, tu vends de l'attention et du temps, et du réseau. Et quand tu as quelqu'un, et demain j'appelle Adam, et puis je lui dis j'ai tel problème, et que toi tu as déjà eu ce problème, ou tu as déjà la personne qui tu connectes, et bam, ça le règle, en fait ça change tout, tu vois. En fait, à la fin, sur la transmission d'une entreprise, de temps en temps, la valeur d'une boîte peut doubler parce que tu as la bonne personne qui va dire ah ouais, tu serais vendeur, mais attends, mais je sais qui peut acheter, tu vois. Moi, je l'ai vécu, ça. Ouais. Et tu peux vivre l'inverse aussi, quoi. Donc, T'as top. raison. Intéressant. Écoute, super intéressant. Yellow, donc vous avez investi combien sur les 30 ? On a investi à peu près dans 20 compagnies et il nous en reste une vingtaine à faire. Il nous reste une bonne année et demie à déployer. Ouais. Donc, tu repars en levée quand ? Dans un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Ouais. Donc, on n'est pas pressé. Voilà. Mais bon, tu sais, c'est le game, il faut tout le temps always be selling, always be raising. Donc, voilà, Adam Lasserie, on te suit sur LinkedIn. Tu donnerais ton mail là ? Je pense sur LinkedIn. Écrivez-moi sur LinkedIn, c'est plus simple. Voilà, Lasri. Je mettrai évidemment tout sur le descriptif, sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast. Et puis voilà, si vous êtes chaud, vous avez une boîte dans laquelle investir, très early stage, allez-y. Vous venez de ma part, je prends 2%. Et voilà. Et puis, merci. On va suivre tout ça de près. Et c'est cool de pouvoir aussi avoir des copains comme ça qui sont dans les mêmes. On a été créés plus ou moins en même temps, en fait. Ouais, donc, c'est sympa. Et puis, tu vas aussi me donner un peu le fond de l'histoire entre Oscar et Sacha que je connaissais pas, en fait. Donc, ça peut m'intéresser pour d'autres podcasts. Complètement, avec grand plaisir. Ouais. De comprendre un peu leurs aventures. Ils n'étaient pas sous mon radar parce que, si je comprends bien, ils ne sont pas sur le marché français. C'est ça. Merci Adam, merci à vous tous. Abonnez-vous sur ce podcast d'OVNI et puis faites-nous des retours. Moi, je suis friand, évidemment, pour qu'on progresse aussi, nous, épisode après épisode. À plus.